Salut à tous et bienvenue sur Campus Channel. Ce live est consacré à Lisa Lille. C'est un moment unique, vous allez pouvoir poser toutes vos questions de manière franche, directe, sans tabou et juger de l'intérêt pour vous de Lisa Lille. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de leur faire passer l'oral. Océane, tu es étudiante en 5e année à l'ISA. Bonsoir. Oui, tout à fait, bonsoir. On précise que tu resteras pendant la totalité du live. Christophe Fachon, vous êtes directeur de l'école. Bonsoir. Bonsoir. Et vous resterez que la moitié. Job Lansing, qui est directeur de l'enseignement, viendra vous remplacer à la moitié. Absolument. On vous laisse 2 minutes pour présenter l'école. C'est le speech. Chut. Christophe, c'est à vous. Bien, avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue aux internautes qui nous regardent ce soir. Et puis, bienvenue à l'ISA, parce qu'on va essayer de répondre à toutes les questions que vous avez de la manière la plus ouverte possible. Alors, l'ISA, c'est une école d'ingénieurs. Nous sommes basés à Lille. C'est une école dont le diplôme est reconnu et accrédité par la conférence, de la CTI, ce qu'on appelle, donc la commission des titres d'ingénieurs. Et également, nous sommes sous contrat avec le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Nous sommes sur une formation post-bac, c'est-à-dire les étudiants rentrent en prépa chez nous après leur bac et réalisent à la fois leur cycle préparatoire et leurs 3 années d'ingénieur. Nous avons différentes spécialisations, l'agroalimentaire, nous avons l'agriculture bien sûr, nous avons l'environnement et également le paysage. Et puis on en parlera sûrement au cours de l'interview, mais nous avons également des spécialisations en finance, en marketing, etc. Et puis, que dire également, nous sommes basés sur une belle ville, au nord de la France, et puis également carrefour de l'Europe. Et peut-être pour terminer, tout simplement, une parité quasiment parfaite entre filles et garçons qui nous rejoignent en première année. Voilà. Océane, un mot sur toi pour qu'on sache un petit peu qui tu es. Donc, comme vous l'avez dit, je suis en 5e année, j'ai 22 ans. Je me dirige vers tout ce qui est au niveau agriculture durable, surtout au niveau de la protection des plantes. Donc c'est un projet que j'ai vraiment mûri au sein de mes 5 années à l'ISA. Et à côté... et le mot mûri est bien choisi. Oui, tout à fait. Et tant qu'on y est, allez hop. À côté, donc, je suis musicienne et je fais partie d'une association aussi au sein de l'ISA dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Ah, très bien, vous connaissez les règles du jeu, on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer vos questions pour que l'heure passée ensemble soit un véritable outil de décision pour vous, mais c'est bien vous qui posez les questions, et c'est maintenant. Première question. On vous laisse lire à voix haute. J'aimerais faire une école d'agro, mais je ne suis pas encore sûre. Est-ce que ça peut être intéressant de passer par la prépa d'abord? Océane, est-ce que tu avais hésité? Je me demande s'il n'est pas intéressant de toute façon de suivre 1 ou 2 ans de prépa pour faire ma culture. Alors, par rapport à une prépa classique, on va dire, nous, à l'ISA, on a une prépa intégrée. Donc, par rapport à une prépa, c'est beaucoup moins lourd parce qu'il n'y a pas tout cet esprit de compétition, il n'y a pas de concours à passer après. Au final, on rentre dans une grande école directement. Donc, Est-ce qu'on n'a pas intérêt justement à aller voir un petit peu autre chose avant, pendant 2 ans, et puis ensuite? Ça dépend des personnes, je pense tout simplement. Moi, j'avais hésité avec une prépa vétérinaire parce qu'à la base, j'étais vraiment intéressée par le domaine animal. Au final, j'ai fait une journée porte ouverte à l'ISA. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un de la communication qui m'a vraiment aidée par rapport à mes désirs, mes souhaits, mes choix. Et au final, après avoir visité, je savais que je préférais directement entrer à l'ISA et j'ai tout fait pour, par rapport à une prépa BCPST. Christophe, c'est un questionnement que vous comprenez ça? Ah oui, tout à fait. Alors, les étudiants qui rentrent chez nous directement après le bac, c'est parce qu'ils font justement le choix d'avoir cette progression, cette formation sur les 5 ans. D'accord? Donc éviter la partie couperet et concours après la prépa. Donc c'est quoi? En fait, on achète sa tranquillité ou... On n'achète pas sa tranquillité, d'accord? Parce qu'on fait le même parcours, mais sauf que effectivement, on fait la sélection avant de rentrer.
Alors, Donc en faisant la sélection avant de rentrer, il y a de la place pour... Alors on ne passe pas automatiquement quand même, d'accord? Certes, bon, on est quand même rassuré. Voilà, si ça peut vous rassurer, on ne passe pas automatiquement, mais la logique il n'y n'est a pas de couperet. Il n'y a pas de couperet, d'accord? Voilà, ça fait une différence d'ambiance en fait, ça, j'imagine que tout le monde arrive à se le représenter, on n'est pas dans une logique de préparation de concours. Moi la question que je me demande c'est d'abord en termes de programme, quelle est la différence? Alors, ce sont des programmes sur lesquels nous nous basons sur les mêmes types de programmes que les prépas, d'accord, BCPST. Donc nous avons les mêmes cours de physique, de chimie, etc. que sur les prépas. Il y a quand même des choses en plus ou pas? Alors, j'imagine qu'il y a quand même une partie un peu plus appliquée, j'espère. Grâce à ça, le fait qu'on puisse nous l'étaler sur un parcours plus long, ça nous permet dès la première année de mixer un certain nombre de cours. Par exemple, il y a le stage en exploitation agricole, chose que vous n'avez pas quand vous faites une Nasup standard. D'accord, on en parlera tout à l'heure. On commence des cours de gestion, d'économie, etc. Donc ça nous permet un petit peu de donner dès le démarrage une ouverture. Ce côté justement plus appliqué et plus... ça représente à peu près combien? Globalement, on est sur quel genre de proportion entre les matières plus scientifiques et plus base qu'on peut avoir en prépa Alors, sur la première année et la deuxième année, vous êtes en 80-20. Vous avez beaucoup plus de maths, physique, mais on commence déjà à gratouiller un peu. On commence déjà à avoir 20% de cours qui sont plus généralistes. Et après, la tendance s'inverse. Et après, la tendance s'inverse, tout à fait. Et dans les spécialisations, là, c'est totalement inversé. C'est-à-dire qu'on a 80% de spécialisation. Et il reste très peu de matières généralistes. On parlera des spécialisations aussi. En termes de masse de travail, j'imagine que tu as quand même un ou deux copains qui ont dû faire prépa. Oui. Tu connais des gens qui ont fait prépa? Oui, tout à fait. Globalement, la différence, c'est quoi? Je veux dire, est-ce que je me retrouve dans le même rythme de travail? Simplement, il n'y a pas le couperet, mais il faut quand même trimer? Ou est-ce que c'est quand même plus tranquille? Alors, au niveau du rythme de travail, de toute façon, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun. On n'a pas toutes les mêmes capacités d'adaptation, les mêmes méthodes de travail. Donc forcément, pour quelqu'un qui vient d'une prépa, on voit qu'il faut avoir un peu la tête dans le guidon, qu'à côté, on a du mal à suivre un loisir ou des choses comme ça. Là, Lisa, au moins, il y a tout ce qui englobe avec les associations. Au niveau de la vie étudiante, voilà, si on a un souci dans une matière, on peut aller voir des amis, tout ça. On fait même des groupes de travail. On a possibilité d'avoir des tuteurs. J'ai mes samedis dimanches quand même. Oui, je ne suis pas en train de gratter jusqu'à 22h voilà. tous Après, les jours. il faut être régulier de toute manière. C'est quand même une prépa, même si elle est intégrée, il y a quand même un travail à fournir, quoi. Quel niveau général il faut assurer en terminale S pour être admis? La question. La question. Ok, où est-ce qu'il est le couperet? Le couperet, à quel niveau il se situe? Alors, lorsque vous candidatez pour entrer à l'ISA, il y a deux phases. Une première phase où vous allez faire un dossier. Sur ce dossier, on va regarder vos notes de première et terminale. Et puis on va regarder également les appréciations de vos profs. D'accord? On va vous demander 4 appréciations. 3 de physique, chimie, sciences nat et puis mathématiques. D'accord? Maths. Et puis on vous demande un 4e prof de votre choix. Ça va faire un dossier qui va être étudié à la fois avec les notes en tant que telles et puis ce que vous allez nous expliquer dans votre dossier. En gros, votre grille à vous de notation, c'est quoi? Alors, globalement, vous regardez première, terminale, même chose? Vous regardez la progression? On regarde la progression. On a en fonction des matières, on a différents coefficients, d'accord? Et donc, bien sûr, les coefficients scientifiques sont plus importants. Vous allez partager avec nous les coefficients? On va partager avec vous les coefficients, mais c'est un petit peu plus compliqué que juste une question de coefficients. Et puis, et ça compte pour 2 tiers de la note. D'accord. Et puis, il y a un tiers où est-ce qu'on va voir chacun des candidats qui sera convoqué, donc les admissibles. Chacun des candidats va passer une demi-heure en entretien avec nous. Et là, on va être sur un autre plan et on va découvrir les candidats sous un deuxième aspect. On parlera sans doute de l'entretien, vraiment la question des notes. En fait, quel est le genre de niveau? Bon, très bien, prenons le bac, puisque c'est forcément l'indicateur le plus voilà, c'est l'indicateur général pour tout le monde. En termes de mentions, quelles sont les proportions chez vous? Alors, pour vous donner une idée, la moyenne de la première année, c'est 14 au bac. D'accord? Ce sont des bacs S. Bien. Alors, question qui me sort du chapeau tout de suite, c'est j'ai mention passable, est-ce que j'ai une chance? Tout dépend. Alors, mention passable, non. C'est compliqué. Ok, en dessous de 12, ça devient compliqué. Alors, en dessous, le 12 est compliqué. Le 12, tout dépend de où vous avez obtenu votre 12. Dans quel lycée vous avez obtenu votre 12. Parce que vous pouvez avoir quelquefois un 12 dans un lycée où vous êtes très bon, vous êtes en tête de votre classe et vous avez des appréciations de vos enseignants qui disent que vous avez une grille indiciaire de tous les lycées pour savoir à peu près comment ça se... Alors voilà, on connaît les lycées, on sait les lycées qui notent de manière plus dure que les autres. Ok, donc on se rassure si on a seulement 12 ou quoi que ce soit, je veux dire, si on n'est pas
forcément. Mais tant qu'on est en haut, globalement, on est quoi? On est dans le top 10, on est dans le top 5, on est dans Tant que vous êtes dans le top 10, top 15, vous avez toutes vos chances pour rentrer à l'ISA. Hein. Je souhaiterais rentrer à l'ISA après un DUT génie biologique. Est-ce possible? Quel est votre pourcentage d'élèves admis venant de DUT? Alors, une licence pro en bio permet-elle de rattraper une 3e année à l'ISA? Donc, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Alors déjà, est-ce qu'on peut faire très rapidement un point sur les passerelles pour rentrer? Donc, on peut rentrer en première année. Vous rentrez en première année après le bac. Bien. D'accord. Ça, on en parlera, on en a déjà parlé. Bien. Vous pouvez rentrer en 2e année. En 2e année, si vous avez fait une prépa BCPST et vous avez décidé d'arrêter après votre première année, mais vous étiez admissible pour passer en 2e année. Bien. Dans votre première. Donc, il faut être admissible pour rentrer en 2e année. Ou vous avez fait médecine. Bien. Et pour être admis en médecine, vous pouvez rentrer en 2e année si vous avez eu plus de 10 à votre première année de médecine, mais que vous n'étiez pas dans le numerus clausus. Bien. D'accord. Voilà. Ça, ce sont les admissions principales au niveau de notre première et de notre 2e année. Ensuite, pour les BTS, la grande majorité des BTS rentrent en 2e année de prépa. D'accord. D'accord. Donc on rentre en 2e année, même si on a fait 2 années, on même rentre si en on a 2e fait année, 2 parce années. que sinon, au niveau du retard, c'est la très grande majorité. Pour les DUT, comment ça se Pour les passe? DUT, vous pouvez rentrer directement et rentrer directement en 3e année, en première année de cycle ingénieur. Génie biologique, typiquement, il faut avoir quel genre de notes pour rentrer? On est sur du 13-14 également, sur 13-14 DUT. Ouais. Ok, pareil, Ouais. je veux dire, j'ai 12, ça commence à devenir chaud, ou est-ce que je peux vous le prouver par la motivation? Vous regardez le dossier quand même ou pas? Ah ben, on regarde le dossier et surtout on voit chaque étudiant. Chaque étudiant, on discute avec lui, on voit sa motivation. De toute façon, chaque personne a au moins une chance pour venir vous expliquer son cas. Tout à fait. Ok, ça c'est pour DUT. Typiquement, j'ai une licence pro en biologie, est-ce que ça permet de faire le saut directement en 4e? Ça va dépendre du dossier, dossier de l'étudiant. Vous serez aussi, c'est possible, en 4e année. Ça sera plutôt en 3e année. Donc ce sera plutôt en 3e année. Ça s'est vu déjà qu'on passe en 4e année directement ou pas? On est plus sur de la licence dans ce cas-là, d'étudiants qui ont vraiment leur licence, mais pas sur en licence bio, mais licence pro, c'est 3e année. C'est plutôt de la 3e année. Après, tout dépend vraiment du profil du candidat. Et là, pareil, au niveau des notes, on tourne encore une fois autour de 13. On est toujours sur les mêmes. Toujours à peu près sur les mêmes. On est sur les tranches aux environs de 13-14. Question suivante. Alors, juste une dernière chose sur la question du pourcentage de DUT, globalement. C'est quel genre de proportion, en fait? Je veux dire, est-ce que ça reste marginal ou est-ce que c'est... Non, sur les admissions, ce qu'on appelle l'admission sur titre, c'est-à-dire lorsque l'on rentre en 3e année, on a quasiment 50% de DUT. Ça fait combien de personnes, ça, en tout? Alors, ça en fait en moyenne entre 30-35. Donc ça reste quand même une porte d'entrée. C'est une véritable porte d'entrée. Ok, pour 35 personnes, vous avez combien de dossiers? Qu'on arrive un peu à situer. On va faire 3 à 4 fois plus de dossiers. Ok, donc oui, bon, la sélection est quand même, c'est serré. Oui. S'il vous plaît, je peux avoir des informations sur la chance des étrangers à l'ISA. Est-ce que vous prenez des étudiants en échange? Tout à fait. Est-ce que vous prenez des étudiants en cycle français, j'allais dire, en cycle normal, entre guillemets, je mets des gros guillemets? Est-ce que vous prenez des étrangers, tout simplement? On prend des étudiants étrangers. Alors, s'ils rentrent en première année, il faut qu'ils parlent couramment le français. Donc c'est la même procédure C'est la même procédure. Et puis ensuite, sur les années supérieures, on a des étudiants qui viennent nous rejoindre pour être diplômés, mais qui peuvent suivre des cursus en anglais. En anglais, mais ça c'est pour les masters après? C'est au niveau des masters ou au niveau ingénieur, on a des cursus également en anglais. Ok, donc au niveau des ingénieurs, mais donc c'est possible à partir de la 3-4e année d'avoir un parcours en anglais. Si on rentre en première année, c'est en français. Tout à fait. Vous allez tester le français typiquement? Vous allez être sensible à ce genre de choses ou pas? Oui, parce que c'est simplement au niveau de la discussion à l'oral où vous allez... Non, on teste le niveau de français pour être certain en fait que l'étudiant puisse suivre les cours. Il faut venir faire un entretien chez vous ou est-ce que ça peut se faire à distance? Non, ça c'est un entretien qui se fait chez nous. Donc c'est chez vous que ça se fait. Il faut se déplacer jusqu'à Nice à Lille, quoi qu'il arrive, de toute façon. Sauf cas exceptionnel, mais bien particulier, mais sinon l'entretien se fait chez nous. Est-ce que vous les aimez bien, Christophe, les étrangers? Je sais pas, étudiant espagnol qui a fait un an de biologie en Espagne et qui se dit qu'à cela ne tienne, j'ai envie d'aller à Lille. Ah, ils sont les bienvenus, ou bien au contraire. Vous les aimez bien? Ah oui. Notre école, vous verrez, on en parlera tout à l'heure, mais notre école est très internationale. Et avoir justement les étudiants qui, dès le premier cycle, en fait, sont... Vous en avez combien chaque année Alors, on a une centaine d'étudiants internationaux, 100 à 150 étudiants internationaux dans l'école. Ok, mais alors ça c'est pour les échanges, c'est pas... Non, qui viennent chercher des diplômes. Qui viennent chercher des diplômes, d'accord, mais je veux dire, mais qui viennent pas forcément en première année.
Non, pas en première année. La majorité quand même, très clairement, la majorité des étudiants étrangers, internationaux du moins, arrivent au niveau du cycle ingénieur. Mais je veux dire, s'ils ont les mêmes qualifications bio, etc., ils passent en première année autant ils que les peuvent autres. tout à fait Tant qu'on passer, maîtrise le français, c'est bon. Absolument, oui. Alors, question rapide sur les filtres de l'admissibilité et de l'admission. En gros, sur le nombre de dossiers déposés, en fait, tout le monde, vous nous avez dit, a droit à un oral, quoi qu'il arrive. Non, tout le monde a déposé, vous déposez un dossier, d'accord. Si vous déposez un dossier, il y a 20% à qui on va dire non. Ok, donc il y en a 20% qui sont éliminés d'office. Donc il n'y a pas d'oral. Sur les 80% que l'on va recevoir, il va y avoir deux catégories. Il y a une catégorie à qui on pourrait dire non, et là on est sur une dizaine de pourcents à qui on dit non, d'accord. Donc on arrive sur 70% des étudiants. Et sur les 70%, il va y en avoir à peu près la moitié à qui on va dire oui, on vous prend. D'accord, ok. Donc en fait, et puis après, il y aura une liste complémentaire. Donc il y en a 20% qui sont éliminés, 10% où c'est un non, mais vous voulez quand même voir ce qu'il y a sous le capot. Oui. Et puis sur les 70 qui restent, en fait, vous en prenez la moitié. On n'en prend pas la moitié, c'est ça. Ouais. Question suivante. Qui va arriver? La voici. Est-il possible d'avoir des notes pas assez bonnes pour ne pas obtenir la spécialisation que l'on souhaite? Question pour Océane. Est-ce qu'on peut se... Je veux dire, est-ce que tout le monde obtient la spécialisation qu'il veut ou est-ce qu'il y a vraiment une sélection corsée? Au niveau de la spécialisation, il me semble qu'on avait dû faire une lettre de motivation pour prouver que voilà, c'était qu'on avait mûri au final notre projet professionnel. Et que mais je dis au final, ça se joue sur la motivation ou ça se joue sur les notes? Pour moi, c'était au niveau de la motivation. Après, au niveau des notes, j'ai pas souvenir. La spécialisation choisit principalement sur la motivation. Ok, donc on ne dit pas à quelqu'un, ah bah non, t'as pas le niveau pour faire celle-ci parce qu'elle est trop demandée ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un numéro exclusif pour chacune d'ailleurs ou pas? Il peut y avoir sur certaines spécialisations, on peut imposer certains cours. C'est-à-dire que des étudiants qui voudraient choisir une spécialisation, mais qui n'ont pas choisi certains modules, on peut dire non, c'est pas possible parce qu'il fallait quand même prendre un certain nombre de... Mais donc ça, vous leur dites avant, il y a des prérequis pour les spécialisations. Ils connaissent bien sûr les donc ils savent qu'en troisième année, ils devront... Okay. Les notes servent pour passer d'une année à l'autre, d'accord. Mais elles ne sont pas éliminatoires. Donc en soi, je veux dire, je suis sûr d'obtenir la spécialisation que je veux, je ne vais pas être obligé de faire quelque chose que je ne veux absolument pas faire. Vous êtes sûr d'obtenir la spécialisation que vous voulez. Oui. Alors question suivante. On va peut-être laisser Océane répondre d'abord sur cette question. Comment se déroule l'entretien oral? Quel genre de questions posez-vous? Donc, personnellement, à l'époque, je n'avais pas fait d'entretien. J'ai fait des entretiens dans d'autres écoles et j'ai eu la possibilité de voir justement les candidats qui sont arrivés l'an dernier. Le but vraiment au final de l'entretien, c'est de voir si Lisa va correspondre au candidat et si le candidat va correspondre à Lisa. Donc forcément, ce sera des questions de motivation, savoir si ils ont une idée de leur projet professionnel. Quand on sort de lycée, c'est bien d'avoir une idée, de savoir un petit peu, mais en sortant du lycée, on n'a pas du tout la maturité et d'exemple de métier qui peut être lié aux filières de l'agroalimentaire, de l'agriculture ou l'environnement, ou de vagues idées si... Ok, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on doit savoir ou est-ce que qu'est-ce que vous demandez en fait? Parce que la motivation c'est bien, mais je ne vais pas venir en disant simplement je suis très motivé, monsieur Fachon, je suis très 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 motivé. Comment ça se passe? On va vous donner les clés. Non, déjà, on ne sait pas les notes, on ne sait pas quelle note vous avez obtenue sur votre dossier. Ok, donc l'entretien se fait de manière neutre. Neutre, okay. Ça c'est la première chose. Par contre, on a les réponses aux questions que l'on vous a posées, les questions écrites, ce qui nous aiguille déjà un petit peu sur votre intérêt, sur vos intérêts, votre orientation, etc. Alors, sur quels critères c'est la première chose. Alors, j'imagine que vous avez une grille de notation pour noter les entretiens. Je sais pas, oui, on a une grille de notation. Alors, c'est quoi les éléments de cette grille de notation? C'est la façon dont dont l'étudiant s'exprime, la façon dont il structure aussi sa pensée, la façon dont il rédige. Ok, donc ça, c'est sur la forme, ça joue. Ça joue à combien sur le de pourcents, fond aussi. C'est juste 10% ou est-ce que c'est vraiment... La forme, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important? La forme est importante. Okay. C'est la forme et le fond. La grille, en fait, va jouer à la fois sur la forme et sur le fond. C'est bien un mixte des deux.
hein. D'accord. Donc le jury a votre dossier qu'il a lu avant de vous voir. Et puis on va être une demi-heure ensemble. Et sur cette demi-heure, on va commencer par une question qui est une question où on va vous écouter. On vous a posé, on vous demande de choisir entre 3 petites questions, hein, qui est un peu pour vous mettre à l'aise. Et cette question, on va pas vous juger dessus. C'est simplement pour vous permettre de rentrer dans le bain. D'accord ? Et une fois qu'on a eu ce premier échange, eh bien, on va partir en fonction des intérêts du candidat. Et on va lui poser ces questions pour savoir ses motivations, à la fois professionnelles, ce qu'il a envie de faire, pourquoi il a choisi l'ISA, ce qu'il attend de nous. Je sais pas, en fait, sur votre petite grille, il y a écrit quoi? Une petite ligne avec écrit clarté de l'élocution, une deuxième ligne où il y a écrit intérêt pour l'agronomie. Voilà, on a une grille avec différents critères, et puis après le jury... Alors, quels sont ces critères? Laissez-nous quand même un petit peu de secret. Un petit peu. Et puis le jury va délibérer, donc nous sommes 2 ou 3 par jury, et une fois que le candidat a terminé, on délibère et puis on lui donne une note. En gros, je suis étudiant, à quoi je dois faire attention? En gros, la grande bourde à pas faire en fait, je veux dire, pour vraiment bien préparer mon entretien, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, montrez que vous avez déjà un intérêt, et si vous venez ici, si vous voulez rentrer à l'ISA, c'est pas par hasard. Ça, c'est la première chose. Quand vous dites l'ISA, c'est l'école ou c'est la filière agronomie? La filière agronomie. Ok. Hein? La deuxième chose qui est importante, c'est mettez en valeur ce que vous savez faire. Il y a plein de choses que vous savez faire, que vous avez déjà réalisées, alors qu'ils ne sont peut-être pas obligatoirement faites dans le milieu au niveau de l'école ou du lycée, d'accord ? Mais des choses que vous avez, des centres d'intérêt que vous avez, pour également nous montrer la personne que vous êtes. Ça, c'est extrêmement important. Et la richesse que vous pouvez avoir, parce que toute la complexité, lorsqu'on fait un entretien, c'est d'essayer de voir à 18 ans ce qu'un jeune donnera quand il en aura 23. Alors, typiquement, moi, la question que je me pose, c'est, alors souvent vous avez des étudiants qui préparent l'ISA, mais qui préparent aussi d'autres écoles d'agronomie. Est-ce que je peux le dire ou pas? Est-ce que c'est le genre de question que vous posez? Comment est-ce que je dois réagir à cette question-là? Alors vous devez être... Nous, on vous pose la question à la fin, et c'est une question qui, et on le dit clairement au candidat, ça n'a aucune influence. Si j'ai aussi postulé à Purpan, à l'ISARA, etc., c'est quelque chose qui, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On a le droit de le dire. Au contraire, ça montre la motivation. Bien au contraire, bien sûr. Est-ce que vous pouvez demander pourquoi l'ISA et pourquoi pas une autre? Oui, voilà. Okay. Voilà. Pourquoi vous avez envie de venir à l'ISA? Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, c'est quoi la bonne réponse? Alors là, on a plein de réponses. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Est-ce qu'il y en a des mauvaises? Il n'y en a pas de mauvaises non plus. Ça veut dire c'est ce que le candidat, quelles sont les motivations. Peut-être tu pourrais donner les motivations qui t'ont amené à... Pourquoi est-ce qu'on vient à l'ISA? Pourquoi est-ce qu'on fait l'ISA? Et pourquoi pas l'ISARA? Et pourquoi pas Purpan? Et pourquoi pas la Beauvais? Et pourquoi pas... Alors moi, effectivement, j'avais postulé à 3 écoles avec l'ISARA et l'ESA. J'étais allée sur place passer un entretien et au final, en fait... J'aimais beaucoup l'ISA au niveau du cadre et j'habitais en fait à côté aussi, donc forcément au niveau de la proximité ça joue aussi dans la balance. Et mais on peut dire ce genre de choses à l'oral. J'ai visité les autres écoles et elles m'ont beaucoup moins plu au final. D'accord, mais on peut dire c'est proche de chez moi, j'ai trouvé une ambiance très très bonne, etc. C'est pas forcément sur le contenu des cours ou quoi que ce soit qu'on doit répondre. Mais non, parce qu'en fait, vous allez rentrer à l'ISA pour effectivement faire vos études, mais il faut rentrer à l'ISA aussi pour y être bien. Vous allez être 5 ans avec nous, donc c'est super important de s'y sentir bien. Question suivante. Y a-t-il beaucoup de places pour les étudiants souhaitant rentrer en Bac plus 2 entre 10 et 15 tous les ans. Entre 10 et 15 tous les ans. C'est combien de dossiers pour le coup à chaque fois? Là, vous multipliez à peu près par 3. Ok, pareil. Est-ce qu'il y a une voie qui est plus facile que d'autres? En termes de deuxième, première année de prépa, réussie, d'accord. Donc si je fais une année de prépa, j'ai plus de chances de rentrer à l'ISA. Oui, sur le dossier. Et puis, première année de médecine réussie. Ok. Voilà. On passe à la question experte. Question experte que voici. Ingénieur, agri, agro, environnement, agri et agro, d'accord, c'est dans votre ADN historique, mais environnement, ça ne serait pas un peu greenwashing, ça? C'est vrai que le mot environnement, on le retrouve à toutes les sauces, dans toutes les écoles, etc. Ouais. Ça représente quelle réalité, en fait, chez vous? Ça recouvre quoi? Ça représente 25% de nos étudiants qui rentrent pour faire de l'environnement. Ça veut dire quoi, faire de l'environnement? Ils travaillent dans les métiers de l'environnement. Alors l'environnement, c'est à la fois soit dans des filières sur les énergies propres, sur le traitement des déchets, sur donc tout ce qui tourne autour, vous savez, par exemple les entreprises agroalimentaires, comment on traite tous les effluents, d'accord? Donc ça, c'est une partie. Alors typiquement, le traitement des déchets ou par exemple les énergies propres ou quoi que ce soit, pourquoi est-ce que je viens dans une école d'agronomie? Pourquoi pas une école d'ingénieur généraliste? Parce qu'on travaille en filière. En travaillant en filière, on va prendre la partie agroalimentaire. On a dans la filière de l'agroalimentaire toutes les productions de matières premières. Et puis on va avoir donc la partie
production de l'agroalimentaire en même temps, mais il va falloir traiter, l'entreprise va traiter tous ses effluents, va traiter tout ce qu'on appelle ses coproduits, les produits qui ne sont pas utilisés ou les déchets, d'accord? Et tout ça, on ne le jette pas simplement dans la poubelle. Donc il faut avoir toute la longueur, le savoir-faire sur la longueur de la filière. Donc l'environnement fait partie. Quand vous dites en fait on travaille sur la filière, ça veut dire quoi? Je veux dire, ça prend quelle forme concrètement dans l'école? Quand vous dites on travaille sur la filière, ça veut dire qu'au sein de chaque cours on va travailler sur la filière, ou est-ce que vous avez les spécialisations qui sont calquées avec des filières? Ce sont les spécialisations qui sont calquées avec des filières. Et ensuite, lorsqu'on est en 5e année, on prépare également sur des métiers qui sont plus spécifiques dans chacune des filières. Ok, donc spécialisation filière sur les 2 dernières années, et ensuite spécialisation métier pour rajouter une spécialisation sur la spécialisation en fait. Alors on est plus en spécialisation filière sur la 3e année, et 4e et 5e année, on va se spécialiser vraiment sur la partie de la filière. Océane, ça te parle le mot environnement pour le coup? Je veux dire, c'est quelque chose que... Oui, alors moi j'ai des connaissances qui pensent que l'environnement, voilà, on va sauver la planète, tout ça, mais ça commence par effectivement la gestion des eaux, des déchets et tout ce qui est gestion aussi des écosystèmes après. Typiquement, j'ai 18 ans, je suis jeune, vraiment vert dans l'âme, je me suis dit justement j'ai envie de sauver la planète. Est-ce que c'est le bon choix de faire une école d'agronomie, de venir à l'ISA ou pas? C'est un super bon choix. C'est un super bon choix. C'est un super bon choix. Et la preuve, c'est qu'on non seulement on ne l'enseigne pas, on ne fait pas que l'enseigner, on le vit également. On est une des rares écoles à être certifiée ISO 14001. D'accord. Ça veut dire quoi ça? ISO 14001, eh bien, c'est-à-dire que l'on maîtrise et on calcule toutes nos consommations d'énergie au sein de l'école. Notre bilan carbone, notre consommation de papier, notre consommation d'électricité. Je trouverais ce côté un petit peu vert, écologiste, etc. Ou parce qu'a priori, quand vous dites filière agroalimentaire, moi quand je pense agroalimentaire, je pense aux cochons, je pense aux algues vertes, je pense pas forcément à des trucs super propres, quoi. Donc je veux dire, est-ce que je trouverais mon bonheur en tant que jeune écolo qui veut sauver la planète? Bonheur, j'en suis convaincu. Ça fait 25 ans qu'on fait de l'environnement, donc on ne l'a pas juste mis parce que ça faisait bien. Ok, d'accord, donc c'est pas du greenwashing pour répondre à la question. Ça fait 25 ans qu'on fait ça. Question suivante. Bonjour, pour les étudiants en première année, quelles sont les possibilités de logement mis à disposition par l'école? Alors question plus technique, mais importante. Oui, tout à fait. Alors, on a au niveau du campus, on a une association d'aide au logement. Donc là, il faut s'inscrire. C'est pas une. C'est une résidence universitaire en gros. Il y a une résidence universitaire? Il y a une résidence universitaire. Pour les premières années seulement? Non, pour toutes les années, voilà. Okay. Après, en général, justement, les premières années, ils ont fait la première année en résidence. Et après, par la suite, ils prennent un appartement avec plusieurs amis en colocation. En gros, la marche, c'est première année résidence, deuxième année, on prend le large. Après, il y en a qui aiment bien travailler tout seul, il y en a qui aiment bien être justement en groupe. Donc, c'est une façon, voilà, c'est une façon de choisir, une façon de vivre. Il y a une sorte de bourse, on imagine, des logements, etc., avec les anciennes générations qui les lâchent pour les nous. J'espère. On vous aide quand même, genre, on se retrouve oui, après, il y a un réseau à l'ISA, effectivement, les 5e années, quand ils partent après, ils vont être embauchés quelque part. Ils laissent des appartements et en général, ils laissent des... On a un tableau, ils laissent des petits mots en disant, voilà, appartement à louer à partir de... Donc, ça marche bien comme ça aussi. Alors, quand vous rentrez à l'ISA, vous rentrez effectivement dans une école, mais vous rentrez également dans une université. Il y a 25 000 étudiants dans notre université. Et dans cette université, il y a des résidences universitaires, il y a un restaurant universitaire, il y a des centres de soins, etc. Il y a 6 facultés. Il y a tous les services qui vont avec. Tous les services qui vont avec. Et pour le coup, les services sont communs à l'université entière et pas seulement à l'université. Donc on les partage avec l'université et donc on a des chambres pour les étudiants, etc. Et puis il y a un rue et autres. La transition lycée-ISA est-elle un réel changement? Est-ce que ça fait mal, docteur? Là, c'est toi qui es bien placé pour répondre. Oui, là, je suis bien placée pour répondre. Alors, personnellement, j'ai vraiment senti le changement parce que, voilà, au lycée, on a plusieurs cours, mais on est par, 30 élèves par classe. Là, on se retrouve dans une promotion quand même de 120 personnes. Donc, on n'a quand même pas cours à 120 tout le temps, rassure-nous. On est quand même énormément en amphi les 2 premières années parce qu'on a beaucoup de cours, c'est des cours vraiment quand même liés à la prépa. En fait, c'est plus école ou plus fac? Parce que comme ça, quand tu me lis 120 personnes, j'ai l'impression que tout le monde va dans la nature, chacun est un peu perdu. Du tout. Pour ça, on est vraiment bien encadré. Après, que ce soit avec des TP, des TD, on met en pratique de toute façon tout ce qu'on a eu en amphi comme ça. Les profs sont toujours là pour nous aider.
Si vraiment il y a des difficultés à côté, il n'y a pas de souci. Déjà en termes de rythme de travail, etc., je veux dire, est-ce qu'on n'est pas spécialement perdu par rapport à la terminale? Je veux dire, même si ça change de forme, des gens survivent ou est-ce que ça fait vraiment... Il y en a qui se prennent une claque, clairement, parce qu'ils n'ont pas l'habitude et ils ont tendance un petit peu à flâner. Mais à côté, il y en a qui sont vraiment... ils sont là pour travailler et ça se voit. Ok, enfin, Christophe, rassurez-nous, on survit quand même. Est-ce qu'on peut rater d'ailleurs d'une certaine manière? Est-ce qu'on peut... On peut rater la première année, ça c'est possible. On fait quoi dans ce cas? En moyenne, on en a une dizaine par an. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on en prend en deuxième année, on en prend entre une dizaine, entre 10 et 15, d'accord? C'est ceux qui n'arrivent vraiment pas à passer. Hein. Et par contre, donc on fait juste le complément ce sont les places qui sont libérées en deuxième année. Sur 120, vous vous rendez compte que c'est quand même pas... c'est quand même pas... C'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre. C'est pas la majorité. Christophe, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. On vous laisse un mot de conclusion, dernière chose qu'on doit savoir... Dernière chose que vous voulez absolument dire sur votre école? Je voudrais simplement vous dire que venir à l'ISA, c'est à la fois, bien sûr, on a beaucoup parlé de la sélection. Est-ce que je vais être sélectionné pour venir à l'ISA? Mais c'est également à vous de choisir. C'est vous de vous y sentir bien et puis tout simplement d'avoir un projet sur lequel vous êtes convaincu que nous pourrons, au niveau de l'école, bien vous apporter ce que vous avez envie de découvrir et envie d'apprendre. Et je pense que le meilleur moyen, c'est effectivement de venir nous voir. Il y a des journées portes ouvertes. C'est vraiment des moments où on peut échanger et on peut voir les enseignants, on peut voir les étudiants également. Et puis, vous pourrez tout simplement respirer l'atmosphère et je suis convaincu que vous y plairez. Voilà. Très très bien. On va avoir Yop qui vient sur le plateau pour parler justement un peu plus du contenu des cours. On vous remercie Christophe. Merci. Océane, on te laisse prendre la prochaine question. D'accord. Bonjour, est-il possible qu'Océane nous parle de la vie étudiante à l'ISA? Alors, vaste sujet. Oui, tout à fait. Donc au niveau de la vie étudiante, voilà, on a quand même... on a beaucoup d'associations à l'ISA. Donc par exemple, on a Musisa qui fait la musique, Isacteurs, tout ce qui concerne le théâtre, Cookisa, donc on fait de la cuisine. Associative riche, diverse et variée. On a plus de 30 associations diverses et variées qui se regroupent des fois pour faire des événements assez spécifiques. Donc voilà, là on va avoir des départs à la retraite. Il y a Musisa qui va jouer un concert. Il y a Cookisa. On s'amuse quand même. Oui, au final, c'est une ambiance à l'intérieur de l'école. C'est vraiment vivant, dynamique. Et il y a de la place pour tout le monde au final dans ces associations. En gros, les gens ils viennent en cours et puis ils repartent dans l'appartement. Ou est-ce que tout le monde est fourré à l'école tout le temps? Je veux dire, comment ça se passe qu'on se sente un petit peu le... On a de la chance d'avoir une école qui est ouverte un peu entre 7h30 et 23h. Donc ça nous permet vraiment de faire des groupes de travail, de gérer des projets, enfin vraiment d'avoir un lieu au final où on n'est pas dans son appartement reclus. On a vraiment une vie, on a vraiment une ambiance de promo. On se sent bien. J'essaie d'y aller quand on pose la question. Voilà. On n'est pas mon Dieu, il y a cours, je dois y aller. Non. Yop nous a rejoint. Vous êtes directeur de l'enseignement à l'ISA. Oui. On vous laisse prendre la question suivante. Bien. La rupture, c'est une sorte de césure, non? Comment on fait pour rattraper les cours? Alors de quoi on parle, la rupture? Alors la rupture, c'est quelque chose qui est obligatoire côté ISA, donc c'est-à-dire c'est entre la deuxième année et la troisième année, donc entre la dernière année prépa et l'année cycle ingénieur. En fait, les étudiants partent 5 mois obligatoirement à l'étranger. Majoritairement, les étudiants partent dans un pays anglophone, ça permet en même temps... Quand vous dites entre les 2 années, ça veut dire en gros pendant les vacances d'été étendues? En gros, la deuxième année se termine fin mai. Ouais. Les étudiants partent donc début juin et rejoignent, on va dire, l'année suivante plutôt fin octobre. Les cours recommencent début novembre. Et en fait, c'est une expérience qui est donc créditée, c'est-à-dire qui c'est pas comme une césure où c'est une période grosso modo obligatoire. Mais c'est pas une période vide en fait, c'est crédité. C'est crédité. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? En fait, donc, on souhaite que l'étudiant fasse une expérience professionnelle, donc c'est-à-dire salarié, que l'étudiant se débrouille. En fait, c'est un stage, vous parlez de rupture, mais en fait, c'est un stage. C'est quelque part un stage, mais c'est surtout pour développer le côté un peu plus humain. Un étudiant doit se débrouiller à l'étranger, sans ses parents, sans ses amis. Donc c'est obligation de stage à l'étranger pendant 5 mois, en fait. Ah, tout à fait, oui. Donc ça, c'est une obligation, donc avec une préparation en amont, avec aussi une restitution une fois le retour. Je sais pas, Océane, tu étais partie? Moi, j'étais partie en Angleterre, j'avais pas un très bon niveau d'anglais à l'époque. Et j'ai vendu des fraises. Alors ça m'a permis au moins d'aller vraiment dans toute l'Angleterre. J'ai rencontré toutes sortes de personnes, j'ai fait plein d'événements, que ce soit des concerts, des forums, des salons. En vendant des fraises? En vendant des fraises, tout à fait. Donc j'avais mon petit uniforme, mon petit plateau et au final j'ai vraiment rencontré énormément de personnes et ça m'a permis de beaucoup progresser à l'oral.
Okay. C'est des choses qui sont trouvées par l'ISA et ensuite vous remplissez avec les étudiants, ou est-ce que c'est, je veux dire, si j'ai mon projet, voilà, j'ai envie de partir au Pérou pendant pour aller faire de la culture de je ne sais quoi. Alors il y a plusieurs options, effectivement, il y en a par exemple, ils voulaient partir en Australie, c'était un peu leur rêve. Typiquement, ils sont partis en Australie pendant 5 mois, ça se fait? Il y en a qui font ça, effectivement. Voilà. Après, il y a possibilité de trouver les adresses des anciens qui sont passés là, et puis bon, voilà. En général, tout le monde trouve trouve chaussures à facilement. son pied de ses races. Si j'ai un projet un petit peu, j'allais dire farfelu ou quoi que ce soit, ou aller ramasser des fruits au Canada, je veux dire, ça se fait, quoi. Ah bah, théoriquement, oui. On a une commission d'homologation, donc c'est-à-dire que composée de professeurs, mais aussi d'étudiants qui ont déjà fait la rupture. Donc, et un étudiant doit présenter son projet avant de partir. On ne valide pas tout. Il y a aussi certaines destinations, on préfère plutôt à ce que les étudiants y vont pas. On a d'ailleurs des consignes spécifiques qui viennent aussi des ministères, notamment aujourd'hui. Donc la culture du pavot en Afghanistan, c'est pas ça, quoi. Bah, on a quelques réticences, effectivement. Le ministère des Affaires étrangères ne souhaiterait pas. Et aujourd'hui aussi, on a quand même une réalité en Afrique centrale avec Ebola. Donc, on prend quand même des précautions pour faire en sorte que les étudiants, qu'on ne les mette pas en difficulté dans les conditions de sécurité qui laissent à désirer. Mais un étudiant peut avoir son projet. Alors, juste rapidement, est-ce que c'est forcément un stage opérationnel, je veux dire, où on va typiquement ramasser des fraises, faire du woofing, parce que c'est ça qu'on a évoqué, ou est-ce qu'on peut tout à fait aller travailler dans quelque part dans une direction L'idée, c'est que sur 5 mois, un étudiant ramène 4 fiches de salaire, donc 4 mois d'expérience salariée. Donc au départ, un étudiant vient avec un projet, mais son projet, une fois sur place, peut se modifier pour des raisons diverses et variées. Donc ça, c'est un premier élément qui est important. Après, je pense quand même que la moitié des étudiants sont quand même dans les domaines qui sont proches de notre activité, c'est-à-dire vont traire des vaches en Nouvelle-Zélande, vont s'occuper des moutons en Australie, vont être gardes-chasse en Écosse, mais aussi peuvent être moniteurs dans un camp pour jeunes aux États-Unis, au Canada. Donc voilà. En termes de contenu de cours, y a-t-il des différences fondamentales avec les autres écoles de la FESIA? Alors, sur le fond, nous donnons les mêmes matières, les mêmes cours. Donc, c'est-à-dire pas forcément tous dans le même ordre, on n'a pas forcément tous le même volume de stage. Ou mais globalement, on est sur une offre similaire. On est similaire, et c'est à tel point que les étudiants qui sont dans une école de la FESIA, donc c'est-à-dire ISA, ISARA, Purpan ou l'ESA, peuvent en dernière année changer d'école. Donc il y a un mercato qui se fait, éventuellement une sorte de mercato, effectivement, parce que, par exemple, à l'ISA, on ne va pas forcément avoir toutes les spécialisations. Par exemple, on a des étudiants qui veulent se spécialiser plutôt en viticulture. Dans le Nord, ça se fait mal. La bière, à la limite, oui. C'est bon la bière, mais voilà, oui, c'est bien, mais bon, voilà, donc on ne spécialise pas en viticulture, et avec des prérequis, certains prérequis, nos étudiants peuvent aller soit à l'ISARA, soit à Purpan. Typiquement, il y a une sélection qui s'opère pour ce genre de choses, ou est-ce que ça se fait à peu près, si je suis absolument sûr de vouloir faire viticulture, est-ce que je peux quand même faire le choix d'aller à l'ISA parce que l'ambiance me plaît, par exemple, pendant 3-4 ans, et ensuite aller faire la dernière année à Purpan, histoire de... Ah bah oui, tout à fait, ça c'est... Est-ce que je peux compter dessus, ou est-ce qu'il va y avoir 10 personnes qui vont se battre pour une place? Normalement, on part l'idée qu'au niveau des 4 établissements en question, les prérequis, le niveau est cohérent. D'ailleurs, entre les établissements, les directeurs de l'enseignement se voient régulièrement pour assurer ce genre de choses, pour que justement les échanges puissent se faire en dernière année. Et grosso modo, sur 150 étudiants ISA en dernière année, il y en a 30 qui vont dans une autre école à FESIA, et on reçoit entre 30 et 40 des autres écoles qui viennent chez nous, parce qu'on propose l'agroalimentaire plus typiquement, justement, c'est ce que j'allais vous demander. En fait, quelles sont les spécialisations qui sont vraiment très très fortes pour le coup, qui sont fortes à l'ISA? Alors, en gros, les trucs qu'on trouve chez vous qu'on ne trouvera pas ailleurs. Alors, il y a notamment dans le domaine agroalimentaire, il y a notamment ce qu'on peut appeler plus la production industrielle, donc c'est-à-dire plus au sein des usines. Donc, nous avons une spécialisation qui se fait en plus avec un parcours dit à distance, c'est-à-dire en dernière année, les étudiants ne sont pas en cours pendant 3-4 mois chez nous, ils sont directement en entreprise et font quelque part les cours à distance. Donc ça, c'est une spécialisation assez forte. Nous avons une spécialisation plus orientée agronomie durable, qu'on peut retrouver d'une manière ou d'une autre aussi dans les autres écoles, mais chaque fois, chacun a quand même sa coloration. On a une spécialisation en finance, tout ce qui est banque finance, donc que pas forcément tous les autres établissements ont. Et en environnement, Christophe Fachon en parlait. Donc on a une orientation en environnement qui est déjà en 6
l'ancienne chez nous, qui est beaucoup plus sur traitement et gestion on va dire des effluents, des déjections, etc. Traitement on va dire des résidus industriels, mais également aménagement du territoire. Donc voilà. Après, voilà, on a des étudiants à qui on ne peut pas forcément offrir tous les... Et là, pour le coup, ils peuvent aller bouger dans les autres écoles de la filière. Ils vont voir dans d'autres écoles en France. Toi, tes camarades, ils ont tous obtenu à peu près ce qu'ils voulaient, etc. Quand ils voulaient partir à Purpan et tout, on obtient ce qu'on veut. Il n'y a pas une espèce de lutte de dingue pour essayer d'obtenir tel... L'expérience professionnelle en première année, c'est le stage agricole. Alors, le stage agricole qu'évoquait Christophe tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors effectivement, à la fin de la première année, on passe 7 semaines en exploitation agricole. Personnellement, moi, je suis allée dans une exploitation qui avait 60 vaches laitières. Donc j'ai fait, voilà, le matin, on faisait la traite, on s'occupait des bêtes, on parquait. Et puis après, j'ai eu la possibilité de voir justement comment ils négociaient avec l'entreprise à laquelle ils revendaient le lait. Donc c'est vraiment, c'est une stage d'observation plus, en fait, c'est-à-dire en gros, on fait des choses, mais en on gros, participe vraiment pour une au final première à la fois, vie de vraiment la voir ferme. comment ça marche. On participe vraiment. Mais c'est seulement dans les fermes, donc tout le monde fait le même... En fait, donc, tous nos étudiants qui rentrent chez nous, qui veulent devenir ingénieurs, passent forcément par un stage en exploitation agricole. Donc même ceux qui rentrent en deuxième ou troisième année chez nous, ils sont obligés pour ils vont faire un mois pour aller faire soit traite des vaches. L'idée, c'est vraiment voir la production alimentaire. Donc c'est-à-dire comment les végétaux poussent, etc. Quelle est la saisonnalité des activités. Parce que derrière, par exemple, lorsque vous allez travailler pour une grande laiterie française, si vous ne voyez pas d'où vient le lait, comment il est produit, de quoi il est composé, etc., vous n'allez pas comprendre votre produit que vous allez traiter et vendre. Donc c'est essentiel. Donc on a 3 semaines sur les vacances d'avril, donc vacances de Pâques, et 4 semaines l'été, parce qu'il y a aussi une saisonnalité dans les activités agricoles. Ok, donc c'est l'un ou l'autre en fait Non, en fait on fait 3 plus 4 dans la même ferme. Ok, donc c'est 3 plus 4, c'est tout le monde qui fait... Parce qu'en avril on a le semis, on a le vélage, ce genre de choses, et au mois de juillet on peut avoir la récolte du blé, etc. Donc on voit aussi une saisonnalité. Mais c'est forcément en exploitation agricole? Oui, tout à fait. Ok, donc ça c'est le premier stage. Ensuite, on a déjà dit, entre la deuxième et la troisième année, on va faire 5 mois à l'étranger. Il y a encore un stage entre deux, donc stage en industrie agroalimentaire, donc pendant 15 jours sur le mois de novembre, c'est-à-dire en deuxième année. Donc comme ça, les étudiants voient tout de suite le domaine agricole et le domaine agroalimentaire. Donc déjà 2 métiers ou 2 issues assez importants pour nous, et en sachant que sur les 2 stages, évidemment, il y a un rapport, et on va demander aussi que les étudiants nous parlent, notamment de l'environnement, la gestion, etc., ce genre d'aspects. Donc on couvre déjà 3 de nos domaines, et évidemment, on va aborder aussi la comptabilité d'une exploitation agricole, tout ce qui est les aspects plus opérationnels. Donc en fait, ces stages-là permettent à la fois de raccrocher nos cours en expérience professionnelle, mais en même temps permettent d'aller plus loin, parce que il n'y a rien de mieux qu'un agriculteur qui parfois donne des cours, plutôt comme prof. Ok, alors ça c'est très bon prof. Ça c'est pour stage, dernier stage, 4e et 5e stage. Donc il y a la rupture dont on a déjà parlé. La majorité, donc aujourd'hui 3/4 de nos élèves en 4e année partent pour un séjour Erasmus, donc un semestre à l'étranger. Et ensuite vous avez la mémoire fin d'études. Et le stage de fin d'études? Stage de fin d'études. Donc ça fait au total 15 mois d'expérience professionnelle potentielle sur 60. On passe à la question décalée. Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Question décalée. Qu'on vous laisse lire à voix haute. Bon, l'année dernière, on avait parlé des vaches sur le toit, des abeilles. On parle de quels animaux cette année? Alors, quels étaient les animaux cette année pour les premières années? Pour les premières années, c'est des canards. Des canards. Des canards. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les canards Non, en fait, c'est une petite blague, mais en fait, on a évidemment une semaine d'intégration. Donc, comme pour nous, il est important à ce que les étudiants se sentent bien dès le départ, on va dire, chez nous à l'ISA. Donc, on commence avec une semaine d'intégration. On choisit, ou les étudiants en fait deuxième année choisissent chaque fois un emblème, quelque part un animal typique. Voilà, cette année c'est le canard. Notre et donc symbole. vous avez une mascotte, donc c'est le canard. Mascotte, canard, on a plein d'autres animaux, un caribou. Moi je suis un lapin. D'accord, ok, bien. Voilà. Donc, question suivante.
J'aimerais savoir si à l'ISA on étudie tout ce qui concerne la pollution des eaux, de l'air, les forêts, le traitement des déchets et le domaine des énergies renouvelables. Merci beaucoup. Alors, on a déjà en partie répondu à la question tout à l'heure, Mhm. mais voilà, sous cet angle-là en particulier, est-ce qu'il y a une spécialisation déjà là-dessus? Possible. Donc effectivement, c'est plutôt en quatrième année, donc on va dire les 3 premières années à l'ISA sont grosso modo du tronc commun, tout le monde fait la même chose avec une petite part d'optionnel en troisième année. Donc on choisit 2-3 électifs. Voilà, ce qu'on appelle les filières ou des modules de découverte. Alors ensuite, par contre, en quatrième année et cinquième année, c'est entièrement optionnel. Donc un étudiant, dès le départ, en début de quatrième année, peut choisir de faire que de l'environnement ou que de l'agriculture, mais peut aussi faire une association entre les différents modules proposés entre agriculture, environnement, agroalimentaire, économie, etc. En fait, si je vous suis bien, en fait, on n'est pas forcément obligé de faire une spécialisation en tant que telle. On peut faire moitié-moitié si on a envie de faire entre l'agriculture. Tout à fait. Et d'ailleurs, moi, en tant que directeur d'enseignement, c'est ce que je conseille généralement aux étudiants. Choisissez, par exemple, si vous avez Océane, par exemple, elle veut travailler dans la protection des végétaux, donc elle va choisir tout un ensemble, a priori, elle a choisi en quatrième année, tous les modules qui font référence à tout ce qui est végétaux, mais en même temps faire quelques cours en droit de l'environnement ou ce genre de choses qui font que, au final, elle a un peu cette double casquettes, et en termes d'employabilité avec les bons stages derrière, c'est généralement parfait. Après, il y a certains secteurs d'activité, il faut être absolument spécialiste. Donc dans la filière environnement, pour le coup, on fait tout ce qui est pollution de la flotte, de l'air, etc. Donc ça, on a des cours spécifiques là-dessus? Tout à fait, pollution de l'eau, gestion de l'eau, la qualité de l'eau, tout ça, traitement de l'eau, tout ça on l'a. On a quand même aussi des équipes de recherche qui sont assez performantes là-dessus. On a une grosse équipe de recherche qui est vraiment uniquement sur notamment la pollution de l'air et du sol essentiellement. Par contre, dans la question, il y avait aussi le mot forêt. Donc là, c'est typiquement un exemple. On n'a pas beaucoup de forêt dans le Nord-Pas-de-Calais quand même. Donc pour des étudiants qui veulent se spécialiser en forêt, on les envoie ou on leur propose le parcours à Purpan, où il y a un domaine d'approfondissement qui parle spécifiquement de la gestion des forêts. De toute façon, je veux dire, le mémoire de fin d'études, on peut le faire sur ce sujet-là en particulier. Tout à fait, oui. Est-ce qu'il y a des possibilités de double diplôme avec des formations technologiques de l'information? J'ai pour projet de développer des programmes pour la gestion agricole et voudrais savoir s'il y a ce genre de possibilités à l'ISA Lille. Merci. Alors, on est aujourd'hui sur deux choses. À la fois, on va dire, en termes de programme à l'ISA, évidemment, on a des entreprises qui sont très proches du monde agricole. On va citer par exemple une entreprise comme Isagri, qui réalise des logiciels pour les agriculteurs, que ce soit au niveau de la gestion de leurs troupeaux, un peu la comptabilité, mais aussi la gestion de leurs parcelles, avec technologie GPS, etc. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle HUI ISA-ISN. HUI, c'est plus le domaine industriel, l'ISN, c'est plus l'électronique. Et en fait, donc, pour nous, les étudiants en dernière année, lorsqu'ils font leur domaine d'approfondissement à l'ISA, ce domaine d'approfondissement connaît aussi un projet, généralement un projet qui a une certaine envergure, entre 150 et 250 heures. Et aujourd'hui, on propose des projets innovation, où là, les étudiants, toi tu n'étais pas encore concerné, Océane, mais où les étudiants, donc à partir de cette année, vont travailler ensemble avec les étudiants ISEN. Donc, par exemple, donc on pourra typiquement en fait ne pas forcément faire une spécialisation en termes de cours sur ces sujets-là, mais en termes de projet, on peut aller se spécialiser là-dessus. Par exemple, lorsque vous êtes avec un agriculteur avec un tracteur dans un champ, il a son dépendeur ou il veut faire une application d'un produit phytosanitaire ou une fertilisation vraiment au millimètre près, je dirais presque à la plante près, ça fait appel à la technologie à la fois, je dirais, au niveau équipement informatique, mais en même temps, les connaissances agronomiques qui sont nécessaires. Donc on est vraiment à cheval sur plusieurs questions suivantes. Je pense que c'est plutôt pour moi aussi. Oui, je pense. Est-ce qu'il y a une différence de débouché et de salaire entre l'ISA Lille et les autres écoles Afésia? En termes de débouché, est-ce qu'on est à peu près sur le même créneau? Ou est-ce qu'il y a vraiment des disparités en fonction des spécialisations? On est vraiment sur les mêmes débouchés, on est lié au même ministère de l'Agriculture, on fait vraiment attention à ce qu'il n'y a pas des concurrences entre les écoles Afésia. On est grosso modo quand même sur les mêmes débouchés, les mêmes métiers. Globalement, il y a un poste proposé dans une industrie agroalimentaire lambda. Je sors de l'ISA, je sors de l'ISARA ou je sors de Purpan ou d'ailleurs.
Est-ce que j'ai les mêmes chances? Est-ce que je vais être regardé par l'employeur de la même manière? Ou est-ce que, mine de rien, il y a quand même des différences qui se font? Théoriquement, vous avez les mêmes chances parce que vous avez la même formation. Après, c'est l'articulation entre vos stages, entre les stages, l'expérience à l'étranger. Ok, donc je veux dire, c'est le truc. Ensuite, c'est personnalisé. Mais je veux dire, en termes de réputation de l'école, etc., il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ok. En termes de paye? Bah, il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence aussi. Oui. Il pourrait y avoir des différences. On voit des différences entre les hommes et les femmes qui sont complètement stupides. Il pourrait y en avoir entre le nord et le sud de la France, j'en sais rien. Non, peut-être entre le nord et la région parisienne, mais sinon non au niveau des régions. D'ailleurs, on commence à combien en sortant de l'ISA, en moyenne? Bah, la moyenne au niveau des salaires, c'est 30 000 € brut. Okay, donc ça, c'est la moyenne, avec des écarts. On est à 30 brut, avec il y a des grandes disparités, ou est-ce que ça reste assez bah, il y a des raisonnable? secteurs, on va dire, lorsqu'on est beaucoup plus dans l'animation, le conseil peut-être directement auprès des agriculteurs, ou surtout dans des domaines un petit peu plus de collectivité. Là, les salaires sont un petit peu plus faibles, je dirais. Après, vous avez des étudiants qui se spécialisent directement en banque, qui font éventuellement un parcours un petit peu supplémentaire. Le parcours finance dont vous parliez. Voilà, tout à fait. Avec parfois, les étudiants prennent 6 mois supplémentaires pour avoir un Master 2 que nous avons avec l'Université de Lille 1. Ça nous permet à ce que les étudiants rentrent un petit peu plus haut, à des salaires un petit peu plus hauts. Question suivante. Faites-vous des cours de management ou préparez-vous à des métiers et des fonctions support? Océane, est-ce que tu as eu des cours de management? Au niveau management, moi je pense à tout ce qui est gestion des projets, gestion de groupe, parce qu'en tant qu'ingénieur, on sera amené justement à faire tout ça. Alors, donc, juste très petite précision, quand on parle de management, on parle justement gestion de projet, gestion de groupe, un côté plus humain, on ne parle pas de tout ce qui est compta, gestion et compagnie, ou on parle des deux? Moi je pensais justement à plus tout ce qui est communication. D'accord. Donc effectivement, pour ça, dès la première année, on nous apprend à faire un CV, une lettre de motivation. Vraiment, c'est le b.a.-ba, mais savoir nous vendre tout simplement une entreprise. Parce que si on a les capacités, mais on ne sait pas les mettre en avant, c'est vraiment dommage. Après, on a des groupes des mises en situation, justement, pour essayer de gérer tout ça. Il y a des cours, il y a... Enfin, voilà, pendant 2 ans, moi, on a vraiment des cours de communication par 25, quoi. Je dirais le management, il y a des cours de management spécifiques qui se font généralement en optionnel. En 3e année, on a aussi des cours, tout ce qui est gestion de ressources humaines, ce type de cours qui sont relativement appliqués. Donc ceux qui veulent peuvent. Ceux qui veulent peuvent, il y a une partie, je dirais, tronc commun, et ensuite il y a des gens qui vont se spécialiser davantage là-dedans. Quand vous dites tronc commun, en fait, juste que je comprenne bien, en fait, il s'agit tout simplement qu'on fait de la gestion, on fait de la finance, c'est pour tout le monde? Il y a des minimum cours de syndical, cours de management. Il y a un minimum syndical pour tout le monde. Et après, pour les étudiants, ils peuvent aller plus loin. Et aussi, à travers les différents stages, on fait toujours un aller-retour à la fois sur le fond, un fond technique, mais aussi sur toutes les compétences humaines développées, etc. Donc, juste un mot sur la spécialisation finance? Oui. Spécialisation finance, il y a 2 ou 3 types de parcours. Alors, premièrement, on a parcours classique, optionnel, où un étudiant va suivre des cours en finance, gestion financière, ce genre de choses. Après, vous avez un parcours qui peut être fléché, notamment des accords que nous avons avec certaines banques, notamment qui sont fort présentes dans le domaine agricole. C'est-à-dire les étudiants, à ce moment-là, sont dans des situations avec déjà un contrat, donc un contrat de professionnalisation. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 15% de nos élèves qui sont en contrat de professionnalisation, c'est-à-dire ils ont un parcours qui est fluctuant, qui peut être par exemple en dernière année 15 semaines à l'école, où ils suivent des cours spécifiques, et 35 semaines où ils sont en entreprise. Donc c'est beaucoup plus qu'un mémoire fin d'études, donc ça permet une pré-formation beaucoup plus importante pour les entreprises, mais surtout aussi ça permet considérablement alléger quelque part la charge en matière de scolarité pour un jeune, parce qu'il a un salaire pendant cette année-là, etc. Donc c'est vraiment un avantage, et c'est assez particulier pour Parcours Finance, on a plus de possibilités. Purpan a beaucoup de terrain pour pouvoir faire des expériences. Est-ce que vous avez des avantages similaires? C'est ce que vous disiez, Purpan a des forêts. Qu'est-ce que vous avez? Nous, on a plein de choses. Qu'est-ce que vous avez, justement? En fait, soyons bien clairs, nous avons une école qui est en plein centre-ville. D'accord. C'est pas un peu embêtant, ça, d'ailleurs. Ça n'a que des avantages. Ça n'a que des avantages, naturellement, surtout pour faire de l'agronomie. C'est logique, oui. Sérieusement. Non, en fait, donc premièrement, le stage en exploitation agricole, on en a déjà parlé. Donc, nous plaçons nos étudiants en stage, c'est-à-dire nous avons quelqu'un qui s'occupe
de trouver 120 exploitations agricoles en France. Donc, et on y va, donc aussi on va leur rendre visite. La préparation pour le départ en stage se fait avec un lycée agricole qui est à 20 km de chez nous, qui est partenaire, où les étudiants passent 3 jours en première année. Donc c'est-à-dire autant dans une autre école qui a, on va dire, sa propre ferme. Et ensuite nous avons un réseau d'une 60aine de fermes autour de l'île, qui sont dans un rayon de 20 à 40 km. Ce sont des exploitants agricoles que nous contactons sur simple coup de fil, qui nous connaissent, et chez qui on va pour les différents modules, etc. Donc ça veut dire en fait on va directement dans des fermes pour aller faire des expériences sur le terrain. Ah bah oui, tout à fait. Ok, on y passe quand même un certain temps, parce que moi c'est une question qui me taraude un petit peu. Je me dis quelle est la... Enfin, on doit faire quand même sacrément beaucoup de théorie dans une école qui est en plein centre-ville. Je sais pas, il y a un peu de place pour la pratique quand même. Ah oui, il y en a énormément. Au final, on part quand même énormément en visite, que ce soit de la visite d'entreprise ou de la visite sur le terrain. Par exemple, voilà, on a eu un module bien-être animal. Le but, c'était de nous montrer comment faire un audit. Chacun avait un thème spécial. On allait dans la ferme, on regardait vraiment, au final, les blessures au niveau des animaux, s'ils étaient bien dans leur environnement. Enfin, donc c'est quoi si on nous emmène pendant 2 jours et puis on fait le... Comment ça se passe pendant une journée, enfin même une demi-journée, voilà, après tout ça le monde dépend. dedans, et puis essayer de se partir. Bus, plutôt voiture. voiture, On n'est pas très écolo à ce moment-là, mais bon, il faut quand même sortir. On ne peut pas tout faire en vélo ou en train. Mais non, c'est en voiture, et donc notamment en 4e année, on a des modules qui font 40 ou 80 heures, et par exemple sur le module de 40 heures, notamment dans le domaine agricole, sur 10 séances de 4 heures, il y a au moins 3 demi-journées de visite, d'exploitation ou de coopérative ou une industrie de transformation. On a quand même, j'allais dire les mains dans le cambouis, en fait non, c'est les mains dans la terre. Bah ouais. Oui. Kit de l'apprentissage. Vous l'avez évoqué à l'instant, l'apprentissage, c'est beaucoup ou pas? Est-ce que c'est compliqué à faire? Vous disiez que c'était particulièrement facile dans la filière finance. Alors ça, c'est les contrats pro, donc c'est une autre démarche, c'est-à-dire l'étudiant est dans son parcours à l'ISA classique, d'accord. Et au lieu de faire un mémoire fin d'études de 6 mois en entreprise, il peut faire 1 an complet en entreprise. Par contre, il faut qu'il revienne quand même pour faire ses cours chez nous. Donc ça, c'est un cas de figure spécial. Ça, c'est à part. Par contre, l'apprentissage, c'est pour le cycle ingénieur. Nous avons des places en apprentissage, donc en alternance pour la filière agriculture, agroalimentaire et également paysage. Et nous avons en gros au total 250 élèves dans la filière qui sont en alternance. Est-ce que la filière apprentissage est ouverte à tout le monde? Théoriquement oui. Théoriquement oui, je veux dire, est-ce que ça se fait? Je veux dire, ça se fait, parce que je veux dire, c'est quand même pratique l'apprentissage, on a un pied déjà dans l'entreprise, ça permet d'avoir une expérience, on est payé, ils prennent les frais de scolarité en compte. Donc, tout à fait, oui. Alors il faut donc premièrement avoir un parcours au préalable avant de rentrer, parce que c'est donc uniquement au cycle ingénieur. Donc on a quelques étudiants qui sortent de la 2e année classique qui rentrent en apprentissage parce qu'ils ont envie de tout de suite être sur le terrain, mais ça reste relativement limité. On a essentiellement des étudiants BTS, IUT, etc. qui nous rejoignent donc pour l'apprentissage, mais ce sont des étudiants avec une philosophie un peu différente. Ce sont des étudiants avec on va dire, un apprentissage différent et qui doivent avoir des capacités un peu différentes. Parce qu'en fait, justement, quand vous dites différentes, ça veut dire quoi? S'ils sont plus appliqués, ils sont plus dans le concret ou... En étant étudiant dans, je dirais, la filière classique, c'est assez facile. Le matin à 8h, vous vous levez, ou vous vous levez quand même un peu avant, vous arrivez à 8h en cours, et à la fin de la journée, vous rentrez chez vous et vous avez des choses à préparer. Par contre, si vous êtes en apprentissage, vous avez une entreprise pour laquelle vous devez travailler. Vous avez des semaines à l'école et des semaines où vous êtes en entreprise. Lorsque vous êtes en entreprise, quand même, l'école vous demande quand même de rendre des rapports, parce qu'on ne peut pas tout faire, etc. Donc un étudiant a quelque part 2 métiers, à la fois l'école et l'entreprise. Et troisièmement, il y a un autre aspect qui est important, c'est que l'étudiant doit aussi parfois gérer 2 logements, parce que l'entreprise n'est pas forcément à côté de l'école. Donc il y a quand même des difficultés qui font que les étudiants ne se tournent pas forcément vers ça en priorité. Surtout, on cherche là des étudiants qui ont un autre état d'esprit, qui sont peut-être un peu moins scolaires et qui ont un parcours un peu différent, plus appliqué, mais en tout cas qui sont capables de mener à bien 3 vies en même temps. Mais en fait, en première année, on fait assez peu de SVT au final. Pourquoi ? Le but, forcément, on prend des lycéens qui ont fait un bac S. On a fait beaucoup d'SVT, on en fait encore beaucoup, mais c'est au sens plus large. Donc on fait tout ce qui est physiologie animale, végétale, sciences du sol, de la géologie.
Au final, on parlait tout à l'heure de la question de la prépa intégrée, de ce qu'on retrouvait par rapport à la prépa. Globalement, en première année, qu'est-ce qu'on va apprendre en fait? Est-ce qu'on va faire des sciences beaucoup plus générales avec une touche d'SVT, ou est-ce qu'on rentre vraiment plein pot dans la question Et au final, on va avoir un petit peu de tout. Le but, au final, au bout de 3 ans, c'est qu'on soit vraiment ingénieur généraliste avant de se spécialiser. Le but, au final, d'un ingénieur, ça va être vraiment de régler toutes sortes de problèmes avec différents points de vue. Donc, plus on en sait sur un petit peu de choses, plus on peut vraiment développer, enfin, tirer le problème sous toutes ses coutures, je pense. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas que de la SVT pendant les 2 premières années de prépa intégrée pour moi. Grosso modo, SVT, ça représente quand même entre 20 à 25% du temps passé en cours et en TP, TD en première et deuxième année. Donc on a 25%, grosso modo, 25-30% de sciences exactes, donc maths, physique, chimie en première et deuxième année. On a un équivalent en SVT. On a les sciences un petit peu plus en économie, donc économie dès la première et deuxième année. Vous avez les stages qui sont crédités aussi, et après il y a tout le volet communication, le volet un petit peu plus formation humaine, communication, etc., qui sont également abordés. Donc c'est quand même un mélange assez, je pense, assez bien fait. Bon, c'est peut-être pas forcément toujours l'avis des étudiants, mais globalement c'est assez bien mélangé. Et bien évidemment, malheureusement, parfois il faut passer par les cours de maths ou de physique pour pouvoir comprendre des phénomènes qu'on va étudier finalement en 5e année. Mais bon, voilà. Oui, et là, on regrette effectivement d'avoir râlé sur les profs en première année, en se disant j'aurais dû l'écouter au final. Yop, Océane, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On vous laisse un mot de conclusion. Dernière chose qu'on doit absolument savoir, Océane. Alors, personnellement, moi, j'invite vraiment les étudiants à venir aux journées portes ouvertes. Parce qu'au final, c'est en visitant l'école, en rencontrant les professeurs, les étudiants, surtout les étudiants de première année au final, parce qu'ils étaient à leur place l'an dernier. Même des étudiants comme moi de 5e année qui peuvent peut-être leur montrer un petit peu des projets professionnels et au moins visiter l'école, voir le cadre, parce que c'est quand même important. On va y être 5 ans, donc il faut vraiment se sentir bien. Ok, Yop, dernier mot. Je peux que rajouter, être d'accord avec ce que dit Océane. Je pense aussi, il faut pas oublier, on est effectivement dans une école où on va apprendre des choses, on va apprendre le métier, mais c'est aussi une école, c'est une école de la vie quelque part. On a la possibilité de s'engager chez nous, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'avoir un point de vue différent. Et c'est là, je pense aussi, à l'ISA, nous sommes dans un cadre plus large. On peut organiser des débats. La semaine prochaine, il y a des jeunes qui organisent un débat sur la bio, l'agribio, etc. Mais le surlendemain, il peut y avoir des gens qui disent nous sommes à fond OGM, etc. Et ça, ce débat, cet engagement, il est possible chez nous. Et donc, je pense aussi, si en tant qu'élève, en première terminale, on se pose la question quelle école, c'est aussi savoir s'engager, savoir vivre à côté des études, parce qu'il n'y a pas que les études. Voilà. Très très bien. On vous remercie tous les deux d'être venus. Merci. Et on vous remercie pour l'ensemble de vos questions. On vous dit à très bientôt sur Campus Channel. Merci.